Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Comme à chaque numéro, avec Rudy Reichstadt et Tristan Mendes France, nous sommes immergés dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Pour cette dernière de la saison, nous avons la chance de recevoir Alexis Prokopiev. Bonjour. Alexis. Alors, tu es cofondateur de l'association Russie et Liberté qui a pour objectif la défense et le développement des droits humains en Russie. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'association ? Oui, l'association Russie Liberté a été créée en décembre 2011. On a eu cette idée en décembre 2011 quand il y a eu des grands mouvements de manifestation et de contestation en Russie, dans plusieurs villes du pays. Des centaines et des centaines de milliers de personnes étaient sorties dans la rue pour contester justement les élections législatives. Je dis élections entre guillemets ouais. Parce qu'elles ont été entachées par une fraude massive, comme d'ailleurs toutes les élections importantes sous la présidence de Vladimir Poutine ou lorsque Vladimir Poutine a été Premier ministre. Et donc, il y a eu ce grand mouvement de contestation en Russie. Plusieurs de mes amis, plusieurs de nos amis se sont retrouvés en prison pour avoir participé à ces manifestations pacifiques, je le souligne. Et donc, nous avons décidé de sortir dans la rue en France et puis dans plusieurs autres pays en Europe et dans le monde. Et en 2012, suite à ça, on a décidé de créer l'association Russie Liberté. Ok. Alors cette semaine, pour une fois n'est pas coutume, hein, nous allons commencer par la discussion avec Alexis qui doit ensuite nous quitter et ensuite nous ferons un tour d'horizon de l'actualité conspi du dernier mois écoulé, vu que la dernière fois c'était il y a un mois. Alors ambitieux, il y a 10 jours maintenant. Un mois entier, c'est ambitieux. Ouais. Il y a 10 jours maintenant, la milice Wagner d'Evgeny Prigojine a tenté de marcher sur Moscou. C'était une rébellion avortée au bout de 24 heures après négociation entre Poutine et Prigojine. Alexis, déjà, premièrement, est-ce que cette rébellion, déjà, est-ce qu'il faut l'appeler rébellion ? Comment toi tu la qualifies ? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, selon toi, de l'information et de la façon de fonctionner du régime de Vladimir Poutine aujourd'hui ? Déjà, sur les termes, c'est vrai qu'il y a un débat. On parle de mutinerie, on parle de rébellion, certains parlent de coup d'État. Ouais. Moi, j'ai utilisé le mot qui est partagé par certains experts vraiment spécialistes de la Russie, de razborka. Razborka, c'est quoi ? Razborka, c'est un règlement de compte entre groupes mafieux, potentiellement du même clan, ou entre clans mafieux du même groupe. Et là, je pense que ça convient vraiment parfaitement pour la définition de ce qui s'est passé entre Prigojine et Poutine, parce que en effet, c'est un règlement de compte entre des clans mafieux, en effet, au sein du Kremlin. Au sein même du Kremlin. Et dans l'information justement et la désinformation autour de ce qui s'est passé, ça se voit clairement puisque, encore une fois, les deux côtés, voire les autres parties prenantes de tout ça, sont des spécialistes de la désinformation, sont les spécialistes pour balancer des informations qui sont fausses, pour brouiller un peu les pistes, sont des spécialistes pour avoir des narratifs différents qui jouent en leur faveur, en défaveur des autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Prigojine et Wagner, ça ne sort pas de nulle part. Prigojine est un ami de Vladimir Poutine. Ça a été son cuisinier. Si Wagner a été créé, si Wagner a pu se développer, c'est avec l'autorisation et, comme on le sait aujourd'hui, mais on avait quelques doutes, avec l'aide financière du Kremlin directement décidée par Vladimir Poutine. Il l'a avoué récemment après l'avoir nié pendant des années. Ouais. Donc, moi je pense que vraiment le bon terme, c'est un terme de règlement de compte. Et en termes d'information, tout cet épisode, pour moi, est assez vertigineux. Et on est dans une sorte de brouillard informationnel. Moi, je ne sais pas quelle est la destinée de Prigojine. Est-ce qu'il, d'après le discours que Poutine, il y a eu plusieurs discours concernant Prigojine, est-ce qu'il a dit à un moment donné que tout le monde devait être jugé, devait passer devant les tribunaux, puis en fait, pas vraiment, puis après il y a une sorte d'accord. Bref, il y a une sorte de brouillard informationnel. Est-ce que ce brouillard informationnel est, d'après toi, nourri par le Kremlin, ou est-ce que c'est parce qu'effectivement on a deux têtes de désinformation, c'est-à-dire Prigojine et Poutine, qui chacun de leur côté brouillent l'information, ce qui fait que du côté occidental, moi-même je ne sais pas très bien
quel est le statut ni des membres, ni des différents personnels de Wagner. Donc quel est ton point de vue là-dessus? Clairement, les deux parties brouillent l'information et les parties qui gravitent autour, c'est-à-dire le ministère de la Défense, la Rosguardia, la garde armée russe et les autres, brouillent aussi l'information et brouillent aussi les pistes. C'est fait aussi pour que les Russes n'y comprennent rien, hein. C'est ça l'objectif, même si je pense que les Russes commencent à y voir assez clair dans ce qui se passe, et c'est fait aussi pour que les Européens, les Américains et les autres n'y comprennent non plus pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir quelle est la destinée de Prigojine, donc il faut essayer de distinguer le vrai du faux et partir des choses assez factuelles. Ce qu'on sait de manière factuelle, et ce qui a été confirmé récemment, encore une fois, c'est que, bien sûr, donc, Wagner et Prigojine, ça a été financé par l'État russe, ça a été créé avec l'accord de Vladimir Poutine lui-même directement, que toute cette situation-là, elle a été négociée aussi jusqu'au sommet de l'État de la Russie, y compris, ça a été récemment dit par un propagandiste du Kremlin qui s'y lève, et pareil, pour lui, on doit distinguer aussi le vrai du faux, mais pour le coup, les spécialistes s'accordent à dire que Loukachenko n'a été, le président du Bélarus, n'a été le président illégitime du Bélarus, puisqu'il n'a pas été réélu lors des dernières élections. Il a fraudé et s'est maintenu au pouvoir en réprimant massivement les contestations. Mais Loukachenko a participé aux négociations, mais il n'a servi que de transmetteur dans les discussions en direct entre Poutine et Prigojine. Ce qu'on sait aujourd'hui, en effet, c'est ce qui avait été dit et fait, c'est la volonté à partir de juillet, d'intégrer les milices paramilitaires de Wagner dans l'armée russe. On sait que Prigojine, qui est dans un conflit avec le ministère de la Défense russe depuis des mois et des mois, il a contesté cette décision avec des mots assez crus qu'on lui connaît, avec des mots très vulgaires. Et c'est ça qui a entraîné, il l'a confirmé récemment, c'est ça qui a entraîné cette marche d'abord sur Rostov. D'abord, il dit que ces hommes ont été bombardés par l'armée régulière. Il dit, au départ, ce qu'il critique, c'est vraiment cette volonté de l'armée russe de ne plus lui fournir de munitions. Puis, il critique le fait de ne pas avoir assez de soutien. Puis, il critique le ministère de la Défense parce qu'il y a une volonté d'intégrer ces hommes pour qu'ils signent des contrats. Et lui, il veut une milice privée. Il ne voulait absolument pas perdre ce pouvoir-là. Et lorsque Vladimir Poutine, moi je pense que lorsque Vladimir Poutine confirme qu'il soutient la décision du ministère de la Défense d'intégrer Wagner dans l'armée régulière, je pense que c'est là qu'il comprend qu'il est obligé de faire un coup, qu'il est obligé de faire un truc, parce que je pense que dans sa tête, c'est un peu la meilleure défense, c'est l'attaque, et il décide d'attaquer. Alors, juste une question. Comment se fait-il que Poutine, dans son avant-dernier ou dernier discours, dit effectivement « on a financé » Wagner, alors que l'année qui précédait, il avait dit, face caméra, on n'a aucun lien avec Wagner. Il ne se pose pas la question de savoir qu'on a des archives de lui qui a dit exactement l'inverse l'année auparavant. Il se fout de cette contradiction. Il pense que les gens ont une mémoire tampon de quelques jours. Je veux dire, dans la logique de cette communication, qu'est-ce qui fait qu'un Poutine peut se sentir à ce point à l'aise que de dire tout d'un coup à la face du monde, oui, nous avons financé. D'ailleurs, je ne vois pas très bien l'intérêt qu'il avait d'ailleurs de le dire à ce moment-là, mais qu'il puisse dire ça alors que l'année auparavant, et c'est ce qui a été partagé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, c'est ces deux discours de Poutine disant exactement son inverse. Tristan, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'invasion de la Crimée. Exactement. Voilà. Donc ça a déjà eu lieu. Je pense qu'il faut que tous les analystes qui voient cette situation, et beaucoup de gens d'ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, ont commenté cela, parfois avec des maladresses, ne connaissant pas la réalité de la situation. Il faut savoir un truc qui est simple. Poutine ment. Voilà. Prigojine ment. Shoigu ment. Et tous les autres, tous les Gerasimov mentent. Le Kremlin, c'est un tissu de mensonges, et c'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à se maintenir au pouvoir malgré des contestations populaires massives pendant des années et des années.
Justement, cette question de la population, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la population russe de l'invasion en Ukraine, de cette rébellion Prigojine contre Poutine, et puis plus globalement, où en est l'opposition en Russie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une opposition entre guillemets démocratique en Russie? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, je vais répondre à cette question, mais je vais terminer la réponse à celle de Tristan. Alors, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que la cohérence n'est pas l'objectif de Poutine. La cohérence, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix. C'est de préserver ses sphères d'influence à tout prix. C'est de préserver des ressources, y compris financières, y compris en hydrocarbures, sur lequel son pouvoir est assis, et sur lequel est assis son clan, qui est immense aujourd'hui en Russie et qui tient beaucoup de choses. Donc ça, je pense que c'est la première chose à savoir. Et en effet, il a déjà nié l'implication de l'armée russe. Il avait nié dans le coup d'État illégal qui a été mené en Crimée avant l'annexion de la Crimée. 2014. Pour le reconnaître par la suite, lui-même. Il l'a dit, il le dit de manière très tranquille. Un an après, dans une émission spéciale, il dit « Oui, c'est moi qui ai commandé cela depuis le Kremlin, on l'a décidé en quelques jours. » Parce qu'il a envie aussi d'avoir de la lumière, parce qu'il a envie de dire « J'ai le contrôle ». Et c'est exactement cette grille de lecture qu'on doit ressortir pour analyser pourquoi est-ce que tout d'un coup, après l'avoir nié pendant des années, Poutine dit que c'est lui qui a financé Wagner, pour expliquer, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui les ai créés, c'est moi qui vais les punir. C'est ce qu'il veut dire à la population russe. La population russe, aujourd'hui, pour répondre à ta question, on a très peu de données, très peu de statistiques. Les sondages dans une dictature, et aujourd'hui en plus c'est une dictature de guerre, ne veulent pas dire grand-chose. Quand un sondeur vous appelle et il vous dit « Bonjour, est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre ?» et que le mot « guerre » peut conduire, le fait d'utiliser le mot guerre peut conduire à 7 ans en prison. Je pense que le russe moyen, il répond pas forcément. Quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la politique menée par Vladimir Poutine? Je pense que les gens qui répondent, les Russes qui répondent, ils réfléchissent quand même à 3 fois avant de dire qu'ils sont contre. Je pense qu'ils se disent, vaut mieux dire que je suis pour, comme ça au moins je suis tranquille. Le FSB viendra pas m'embêter chez moi. Et je pense que là, clairement, les Russes ont pu suivre la situation, ce qui s'est passé avec ce règlement de compte entre Poutine et Prigojine. Et ils l'ont suivi notamment pas mal sur Telegram et les réseaux sociaux, ceux qui ont accès à Telegram. Dans les médias principaux, c'est-à-dire la télévision contrôlée par le Kremlin, que j'appellerai pas d'ailleurs médias, pour moi c'est des boîtes de communication, c'est des outils de désinformation. Il y a eu des informations sur ce qui s'est passé à Rostov, des images des chars de Wagner qui occupent Rostov. Poutine lui-même a reconnu qu'il y a eu des pilotes qui ont été assassinés par Wagner. Ça, c'est quand même juste dingue. Le fait que aujourd'hui, aucun membre de Wagner et ni Prigojine lui-même n'ont été arrêtés, alors qu'ils ont assassiné sur les territoires russes des militaires russes. Et que, on y reviendra je pense tout à l'heure, moi des amis à moi sont en prison aujourd'hui pour plusieurs années en Russie pour un tweet, pour une vidéo sur YouTube, comme Ilya Yashin. Donc on voit vraiment une différence de traitement, et il n'y a aucune volonté de cohérence, il y a une volonté de montrer la force, et clairement, je pense que quand Poutine dit c'est l'État russe qui a financé Wagner, il a envie de montrer qu'il reprend le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Parce qu'il perd ce contrôle déjà depuis quelques années. On a vu pendant les manifestations, encore une fois en 2011-2012, on a senti qu'il commençait à perdre le contrôle. Et il a allumé la machine à répression massive. Je ne vais pas citer toutes les lois qui ont été votées, toutes les ONG qui ont été fermées, des opposants comme Boris Nemtsov qui ont été assassinés. Mais il y avait... Et puis Navalny qui a été... Et Navalny est empoisonné. Et d'autres opposants qui ont été empoisonnés. Donc il y avait ça. Et là, clairement, depuis l'invasion massive de l'Ukraine, puisque la guerre a commencé en 2014, mais l'invasion massive a commencé l'année dernière de l'Ukraine, il perd parce qu'il n'a pas réussi, heureusement, grâce à la résistance ukrainienne, il n'a pas réussi à avancer aussi vite qu'il voulait. Clairement, il est dans une situation où il est contesté en interne
et ce qu'a montré ce règlement de compte initié par Wagner, c'est qu'en effet, il avait des grosses faiblesses en interne. Et là, ce qu'il veut montrer, y compris aux élites russes, parce que c'est aussi ça qu'il craint, à l'opposition et à la population, c'est qu'il reprend le contrôle. La réalité, c'est qu'il n'a pas pleinement repris le contrôle. Et ce qu'a fait Wagner, et qui était peut-être, je ne sais pas, là je n'ai pas la certitude, mais peut-être mal préparé, ou peut-être sans les objectifs, comme Wagner, comme Prigojine lui dit lui-même, sans objectif de prendre le pouvoir, peut-être que d'autres le préparent, y compris au sein du Kremlin aujourd'hui. On ne sait pas, mais c'est ce que Poutine veut prévenir. Et un point, je pense, assez intéressant, c'est que il a fait quelques jours après cette tentative de règlement de compte, ou ce règlement de compte mené par Prigojine, Poutine a réuni, et il y a un communiqué de presse officiel du Kremlin qui le confirme, a réuni tous les médias, y compris la télévision, la radio, l'écrit, la presse écrite, le web, tous les médias, encore une fois, contrôlés par le Kremlin, pour, je pense, remettre un peu les pendules à l'heure, parce qu'il y a eu, en effet, dans ces quelques jours de flottement, des critiques, y compris des critiques de médias vraiment très très proches du Kremlin ou contrôlés par le Kremlin, des critiques sur le fait que, en effet, Poutine, qui avait dénoncé une trahison et appelé tout le monde à agir, pas grand monde n'a agi. Voilà. Et pour terminer rapidement sur l'opposition, oui, elle existe. Oui, elle est encore assez forte aujourd'hui. Il y a des opposants russes qui sont en prison, Alexei Navalny, Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza, Lilia Tchernecheva et d'autres. On n'en connaît que quelques-uns en Europe. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on connaît parfois plus Prigojine que ceux-là, alors que ceux-là, ils sont peut-être plus importants aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une opposition russe en exil en Europe et une société civile qui se coordonnent et qui ont décidé de se coordonner. Il y a eu plusieurs réunions récemment, des réunions vont continuer aussi, il y en a eu une d'ailleurs à Paris. Il y a une coordination sur les mouvements anti-guerre, mais aussi sur la dépoutinisation de la Russie. Oui. Alors, il y a eu cette affaire de rébellion de Wagner, elle a donné un coup de projecteur justement sur cette milice de Prigojine. La raison pour laquelle on l'a appelé Wagner, en fait, c'est Dimitri Oudkine, qui est le chef opérationnel de Wagner, qui a choisi le nom, si j'ai bien compris, par fascination pour le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Hein, et Oudkine, qui est lui-même rempli de tatouages nazis. Et alors, ça vient jeter le trouble sur ceux qui pensaient que la Russie avait envahi l'Ukraine pour la dénazifier. Donc là aussi, on est face à un mensonge d'État. Enfin, je ne sais pas comment tu accueilles ça. C'est un mensonge d'État. On le sait. Je pense que ça a été démontré. On le sait en Russie quand même. À plusieurs reprises. Je pense qu'une partie de la population russe est parfaitement au courant. Et pas dupe de ça. Et pas du tout dupe. Une autre partie, oui. En fait, encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui l'état exact de l'opinion en Russie. Mais on peut deviner quand même des choses. On peut voir, c'est plus de 700 000, près d'1 million de personnes qui sont parties en un an, qui ont quitté la Russie. Ouais. Beaucoup de jeunes, quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de moins de 35, moins de 40 ans qui ont quitté la Russie. On sait aussi les plus de 20 000 arrestations. Donc, qui ont eu lieu en Russie en 20 000. 20 000 arrestations donc d'opposants qui sont sortis connaissant les peines de prison qu'ils pouvaient encourir pour cela, selon la loi russe, qui sont sortis pour dénoncer cette guerre. Donc on a cette donnée-là. On a aussi cette donnée sur le fait que la télévision est moins regardée depuis quelques mois en Russie, avec des pics bien sûr selon les actualités, et on sait aussi, parce que ça c'est des chiffres qu'on peut avoir, par qui est regardée la télévision. C'est souvent les plus de 60 ans, les plus de 60 ans, les plus de 50 ans, alors que les moins de 30 ans et les moins de 35 ans sont sur Internet. Internet étant aussi contrôlé en Russie, Facebook et Instagram sont bloqués, pas complètement censurés, c'est-à-dire qu'on peut par exemple avoir accès à Telegram, on peut avoir accès à YouTube. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les opposants, y compris ceux qui sont en prison, leurs équipes continuent à communiquer grâce à YouTube. Par exemple, Ilya Yashin, qui est l'un des leaders de l'opposition russe, qui est en prison. Il a été condamné à 8 ans et demi de prison l'année dernière, car il a publié une vidéo dénonçant les crimes de guerre de l'armée russe à Boutcha. Donc il est en prison pour une vidéo montrant des faits, montrant la réalité de l'information. Il est en prison pour cela. Eh bien, il continue à communiquer et sa chaîne YouTube compte aujourd'hui 1,4 million d'abonnés. Alors que
et ça c'est des points factuels sur lesquels on peut avoir des comparaisons, le compte Telegram du service presse de Prigojine, vous savez combien il a d'abonnés ? Quelques dizaines de milliers, non ? Alors, il a beaucoup augmenté en nombre d'abonnés, mais il a 1,2 million d'abonnés. D'accord. C'est les chiffres que j'ai regardés il y a quelques jours. Donc, on voit qu'il a un peu moins d'abonnés que Yashin. Alors que, notamment en Europe, on parle beaucoup plus de Prigojine que de Yashin. Et en Russie, c'est intéressant parce que on a pendant longtemps, on n'a pas parlé de Prigojine. On n'en parle que récemment et Poutine n'en parle pas. Il ne le cite pas personnellement. Il n'a pas parlé, il n'a pas mentionné. Pendant les 2-3 jours de cette confusion, cette rébellion, on a eu 2 récits, en tout cas nous c'est ce qu'on a observé. L'un qui disait que Prigojine était en fait à la solde de la CIA ou d'un autre service secret occidental, etc. Et qu'il n'aurait jamais fait ça s'il n'était pas financé par la CIA même. Financé ou en tout cas soutenu et politiquement, etc. par une puissance étrangère. Margareta Simonian d'ailleurs l'a dit assez clairement. C'est celle qui est à la tête de Directrice générale de RT. Et Zolotov aussi, de Rosguardia. Exactement. Et puis, on a eu des commentateurs conservateurs aux États-Unis qui relayaient aussi ce récit, ce narratif, comme tu aimes bien dire, Tristan, parfois. Ouais, je sais. Et puis, il y en a... J'aime bien aussi ce mot. C'est vrai, c'est un anglicisme. Mais j'utilise aussi, mais bon. Je le garde. Fermons la parenthèse. Le deuxième récit, c'est celui qui consiste à dire que, en fait, tout ça a été mené d'une main de maître par Poutine lui-même. Tout ça est une opération pour, en fait, se débarrasser des traîtres, de ses ennemis, etc. Et qu'en fait, il est plus malin que tout le monde et qu'il a surmonté, depuis le début, il a dominé cette séquence-là. Qu'est-ce que tu penses de chacun de ces 2 récits ? Sur le premier récit, c'est un classique. C'est-à-dire, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu extraordinaire, en Russie ou d'ailleurs ailleurs, certains sortent toujours la carte de la CIA, de l'Occident collectif, comme ils le disent, la carte de l'étranger. C'est notamment Zolotov qui l'a sorti. Poutine ne l'a pas dit directement parce que je pense que là, il n'y croit pas lui-même. Il a dit de manière détournée, il a dit ça sert les intérêts de ceux qui veulent notre défaite, etc. Mishustin, le Premier ministre, l'a dit de manière un peu plus insistante. Et puis certains propagandistes l'ont un peu testé, ce narratif. Et je crois savoir aussi certains relais du Kremlin, y compris en Europe, y compris en France, ont aussi diffusé, essayé de diffuser ce narratif. Bon, aujourd'hui, on n'a clairement aucune preuve de cela. Enfin, c'est appuyé sur aucun des faits. Encore une fois, Wagner et Prigojine ont été créés avec l'accord du Kremlin, ont été pendant des années financés par le Kremlin et directement le clan de Vladimir Poutine pour servir ses intérêts en Russie, en Europe, aux États-Unis pour des raisons de désinformation aussi, et en Afrique bien évidemment. Et puis en Syrie auparavant. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui alimente aussi ce narratif-là sur ces liens-là ? Il y a bien sûr le fait que des médias américains ont publié le fait que la CIA était au courant une semaine avant de la préparation de ce règlement de compte de Prigojine, mais en même temps le FSB visiblement aussi. Donc on peut se poser la question pourquoi le FSB n'a pas prévenu, et là on va arriver sur ta deuxième question, n'a pas prévenu alors qu'ils étaient apparemment, a priori, au courant. Et puis la deuxième chose, c'est aussi la vidéo que publie Prigojine, cette très longue vidéo que publie Prigojine. Avec les 2 généraux tout seul. Tout seul, où il est tout seul. Juste avant de commencer sa marche sur Rostov, puis de tenter sa marche sur Moscou, où notamment il dit, pour répondre aussi à ta question précédente, toute cette histoire sur la dénazification de l'Ukraine, c'est n'importe quoi, c'est une blague, ça n'a jamais été le cas. La guerre a commencé pour servir les intérêts des généraux, pour servir les intérêts de Shoigu, etc. Là-dessus, on le sait, on peut s'en douter. Sans doute, Prigojine dit vrai, mais comme tout complotiste qu'il est, et comme tout désinformateur qu'il est, en fait, il mélange le vrai et le faux dedans. Et dans le fait de mélanger le vrai et le faux, pour répondre à ta deuxième question aussi, il vise qui ?
Ils visent Shoigu, ils visent Gerasimov, ils visent les généraux de l'armée, etc., qui, eux, justement, ont inventé cette histoire des nazis, ont inventé ces histoires de bombardement des populations dans le Donbass. Et Prigojine dit, c'est pas vrai, ça n'a pas été le cas. Et là, ça collabore, c'est exactement ce qu'on sait sur les faits. Mais en même temps, ils visent qui? Ils visent Shoigu, ils visent le ministère de la Défense, ils visent pas celui qui a pris la décision de commencer cette invasion massive, ils visent pas directement Vladimir Poutine. Et donc là, on en arrive donc à cette deuxième théorie du complot, comme quoi tout cela a été orchestré par Poutine, tout ça a été prévu parce qu'il voulait, alors il y a une théorie qui dit qu'il voulait sortir son ami Prigojine du bourbier ukrainien. Il ferait des vacances en Biélorussie ou en Pologne, à Minsk, voilà. Il voulait aussi, selon ce narratif, reprendre le contrôle de la situation, montrer aussi à ses généraux et aux différentes élites qui est au pouvoir. Et d'ailleurs, il y a un journal très proche du Kremlin et des services du Kremlin historique, c'est Komsomolskaya Pravda Kp, qui reprend pleinement ce narratif. Dimitri Kiselyov reprend aussi ce narratif, qui est l'un des chefs des propagandistes du Kremlin. Il dit, voilà, finalement, Poutine a tout contrôlé, a tout maîtrisé. Il ne dit pas directement que ça a été vu avec lui. Bon, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, Poutine en sort renforcé? Non. Il y a très peu de gens qui le disent. Ceux qui le disent, franchement, on sait leurs liens passés, y compris avec leur Kremlin. Avec le Kremlin, on sait qu'ils ont plus ou moins tous collaboré avec Russia Today, Sputnik et d'autres. Donc, ça reste quand même un narratif assez limité et qui n'est basé, encore une fois, sur aucun fait. Alors, ce brouillard informationnel dont on parle un instant, moi, je le trouve assez fascinant. Là, plutôt, si on prend du recul et qu'on regarde à l'international, l'impact que ça a eu, notamment dans les complosphères pro-Poutine que nous, on suit. Et j'ai été assez fasciné de voir le véritable malaise qui a traversé la complosphère, notamment en France, qui n'a pas su se positionner du fait de ce brouillard informationnel, de cette confusion informationnelle qui elle-même était partagée en différents narratifs ou en différents récits, si tu préfères, Rudy, et qui avait... j'ai l'impression que ça a à la fois fissuré, ça a fragilisé, disons, l'unité de ce soutien vraiment massif de la complosphère pro-Poutine à l'international, qui, je crois, dans cette séquence, c'est à la fois fissuré, mais je crois que ses fondements se sont un peu fissurés. Alors, ils se sont raccrochés, ils reviennent sur le train un peu de la désinfo classique, nourrie par la propagande russe, mais je me demande si cette séquence n'a pas, effectivement... Et en Afrique aussi. Et en Afrique aussi, et en Russie aussi. D'ailleurs, on a vu des propagandistes hurler en disant qu'est-ce qu'a fait l'armée, où était le FSB, etc. Et oui, on a constaté aussi en France un peu... un flottement. Ouais, une sorte, exactement. Ouais. Une sorte de flottement parmi ces gens-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que selon les derniers rapports et selon l'enquête Wagner Leaks, Wagner Leaks qui a été publié, relayé notamment par Arte, on sait qu'il y a aussi des relais de Wagner et de Prigojine et de sa fameuse usine à troll qui vient de fermer à Saint-Pétersbourg, qu'il avait créé en 2013. Et d'ailleurs, il a aussi, encore une fois, le même narratif que Poutine. Pendant très longtemps, il a dit non, l'usine à troll, c'est pas moi. Non, et là, l'année dernière, il l'a avoué parce qu'il avait aussi intérêt à le mettre en avant. Il a dit oui, c'est moi qui ai créé, dirigé, financé l'Internet Research Agency. Internet Research Agency, l'usine à troll, qui est impliquée d'ailleurs, comme vous le savez, dans les ingérences 2016. Aux États-Unis en 2016, 2020, et on a aussi, il y a eu un article dans le Times qui est sorti là-dessus, qui a contribué aussi à accélérer la communication autour des gilets jaunes, notamment en France. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas certains de ces relais du Kremlin qui sont, notamment en France, et je pense qu'on devrait se poser cette question, et les autorités françaises devraient se poser cette question, on devrait se poser la question s'ils ne sont pas aussi financés par Wagner. Nous, chez Russie Liberté, on subit souvent des attaques. Moi, j'ai subi des attaques
personnellement sur, j'en avais parlé Rudy à l'époque, sur les réseaux sociaux, et on sait que c'est des attaques qui ont été coordonnées par des comptes Telegram où on dit voilà, cette personne-là, il faut l'attaquer, il faut l'insulter, il faut aussi la menacer. Il y a eu des menaces de mort, etc. Et on sait que tout cela est organisé par des clans, des bandes dont on peut se demander, vu leur mode opératoire, on peut se demander s'ils ne sont pas liés à Wagner et à Prigojine, parce que en effet, c'est le même mode opératoire que ceux, notamment, qui ont propulsé des narratifs aussi aux États-Unis. Et notamment, je note juste un point très intéressant, et on a bientôt les élections européennes qui arrivent en Europe, et qui, selon le dernier rapport du Parlement européen, sont, je cite, sous un risque inédit d'ingérence ou de désinformation. C'est très important et très intéressant de voir ce qui s'est passé autour du Brexit et autour de l'élection de Trump aux États-Unis. Une partie de cette manipulation, de cette désinformation, a visé à renforcer la polarisation de la société. Oui. Et notamment, il y a eu, c'est hyper intéressant, le documentaire d'Arte sur la manière de procéder de Prigojine aux États-Unis notamment. Il a recruté des gens pour créer des comptes sur les réseaux sociaux et pour aussi sponsoriser des comptes sur les réseaux sociaux accélérés, notamment des comptes qui défendaient les Black Lives Matter. Encore une fois, je ne dis absolument pas que le mouvement Black Lives Matter a été créé par Prigojine. Il a voulu amplifier ce mouvement et inversement, encore une fois, amplifier le mouvement côté suprématiste blanc. Exactement. Et d'autres mouvements de ce type-là, aussi dans la volonté de créer des clivages de la polarisation de la société, et aussi dans la volonté de démobiliser une partie de l'électorat, de dire, voilà, tous les mêmes, le narratif classique, tous les mêmes, faut pas aller voter, il faut boycotter les élections. Ça a été le cas pendant la campagne du Brexit au Royaume-Uni, ça a été le cas pendant la campagne de Trump aux États-Unis. Il y a eu des campagnes financées par Wagner pour démobiliser l'électorat, notamment les jeunes. C'est la raison pour laquelle, et c'est ce que souligne ce rapport, il y a un immense enjeu, et je pense qu'on doit en être tous conscients, à mobiliser les différents électorats, et notamment les jeunes, et notamment ceux qui ne votent pas ou ceux qui ne votent plus, pour leur fournir de l'information sûre et vérifiée, et puis aussi leur expliquer les enjeux de ces élections. On a l'impression que cette capacité de nuisance de la Russie n'a pas été forcément trop impactée par l'épisode de Wagner. Et la question que je me pose, c'est si on a une inquiétude pour les européennes en Europe, pour les prochaines européennes, quid de l'Afrique? Là, on a une décision toute récente de la MINUSMA qui doit quitter le Mali suite à des campagnes de désinformation poussées par des individus qui ont été soutenus par le Kremlin, comme Kémy Séba. Est-ce que donc cette capacité est malgré tout atteinte en Afrique, d'après vous? Alors, je ne dirais pas que les capacités de nuisance du Kremlin sont intactes. Je pense qu'avec le démantèlement de l'usine de Troll, on ne sait pas qui va le reprendre, je pense qu'avec les différentes divergences au sein du Kremlin, il y a quand même, le Kremlin est aujourd'hui moins nuisible qu'il ne l'était avant. La question, qu'est-ce qu'il en sera dans 2-3 mois, Poutine étant fragilisé, etc. Je mets ça de côté. En Afrique, moi je ne suis pas spécialiste du tout, mais encore une fois, les Wagner Leaks montrent que, notamment en Afrique, il y a eu des financements qui sont arrivés de Wagner, de Prigojine, et aussi des formulations, des narratifs, des éléments de langage, si on veut dire, contre la MINUSMA, contre la présence française en Afrique. Donc on sait qu'ils ont financé tout ça, et a priori, selon les dernières informations, encore une fois, il faut démêler le vrai du faux, cette capacité de nuisance de Wagner en Afrique n'a pas été impacté par les derniers événements. On verra ce qu'il en est dans un mois. Eh bien, merci Alexis Prokopiev d'être venu nous voir. Merci pour les informations que vous nous avez données sur cette situation en Russie. Donc, Russie et liberté. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se revoir pour les élections européennes l'année prochaine. Merci. Merci.
Deuxième partie de notre émission, après cet intermède russe avec Alexis Prokopiev, c'est la revue de presse de Complosphère du mois écoulé, on va dire, en tout cas des dernières semaines, avec d'abord le procès Waffenkraft. Donc je rappelle, c'était ces 4 néo-nazis qui étaient jugés pour terrorisme. Des peines de prison ont été prononcées de 1 à 18 ans de prison. Et surtout dans ce procès, ce qui a été intéressant, Rudy, c'est la mécanique de radicalisation. Comment on passe du complotisme finalement à l'action radicale. Tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est un procès qui s'est tenu aux assises du 19 au 30 juin dernier. 4 personnes jugées, tu le dis. Et ce qui est intéressant, c'est déjà leur fascination alors pour le nazisme, évidemment, d'où leur nom, Waffenkraft, mais aussi pour les attentats terroristes commis par Anders Breivik, par Brenton Tarrant. Breivik, c'était en 2011 en Norvège. Tarrant, c'était en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, en 2019. Et aussi pour le djihadisme. Il y a vraiment la volonté explicite de faire comme font Al-Qaïda, comme fait l'État islamique, etc. Et donc, il y a une journaliste de Politis, Nadia Sweeney, qui a couvert ce procès de manière très très serrée pendant ces 2 semaines-là, donc avec des choses tout à fait intéressantes, et notamment le fait que dans l'environnement de ce groupe, on avait un certain Luka Standarovski qui est derrière une société qui s'appelle Bibliothèque Dissidente, qui édite des livres sulfureux, alors par exemple comme la Bible de l'ultra-droite raciste américaine, les carnets de Turner, les Turner Diaries en français, et puis le manifeste de Brenton Tarrant, le manifeste terroriste de Tarrant, qui s'appelait The Great Replacement, traduit, édité en français sous le titre Le Grand Remplacement, concept de Renaud Camus. Bibliothèque Dissidente a aussi édité un livre sur le fascisme d'un des 4 prévenus de ce procès. Et puis alors, s'agissant des liens qu'on peut avoir avec des personnages connus également, c'est le lien entre le principal accusé, Alexandre Gillet. Et quelqu'un de bien connu de la sphère complotiste, négationniste, qui est Hervé Lalin, alias Hervé Ryssen. Ils se sont croisés en prison. Ils auraient fraternisé. Gillet aurait lu des livres de Ryssen, etc. Et Ryssen était même là, le 2e jour du procès. En tout cas, il était là, dans la salle d'audience. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qu'a montré l'enquête, mais ce qu'a montré notamment le témoignage d'un commissaire de la DGSI qui expliquait qu'il y avait 2000 à 3000 individus en France qui évoluaient dans cette mouvance ultra-droite, qui n'est pas l'extrême droite. L'ultra-droite, étymologiquement, ultra, ça veut dire au-delà d'eux. Donc on n'est plus dans la droite, on est au-delà de la droite. L'extrême droite, c'est encore la droite, d'une certaine manière. Alors bien sûr qu'il y a de la porosité des zones de contact entre extrême droite et ultra-droite, mais disons que ce n'est pas un concept gratuit, ultra-droite. C'est comme ultra-gauche. C'est des gens qui acceptent et qui prônent la violence politique pour arriver à leur fin. L'extrême droite, on est encore dans le champ, on peut être dans le champ parlementaire, on a des gens qui sont légalistes, qui vont aux élections, etc. Bref, je ferme cette parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que ce commissaire de la DGSI, il nous dit, il s'informe, ses membres de l'ultra-droite, par des sites qu'on connaît bien, F de Souche, Boulevard Voltaire, Égalité-Réconciliation. Et la mouvance soralienne d'égalité-réconciliation, Dieudonno-soralienne, elle revient en permanence dans la bouche des prévenus. L'un est allé faire une quenelle, par exemple, à Auschwitz. Un autre explique que, lui, pour s'informer, il écoutait ERFM, qui était la chaîne YouTube d'égalité-réconciliation d'Alain Soral. Donc, en fait, ce qui était intéressant, au-delà du délire sur le djihad blanc, parce que c'est vraiment l'idée, on reprend les codes du djihadisme, on se les approprie. Ce qui était intéressant, c'est que... Ça fait même penser aux propos de Houellebecq sur le Bataclan à l'envers, quelque part. C'est ça, oui, mais il parlait de ça, d'ailleurs. Il disait il faut qu'on fasse mieux que le Bataclan. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir cette continuité. Il n'y a pas d'automaticité, mais une continuité entre le complotisme, la radicalisation et, en bout de chaîne, un projet de passage à l'acte terroriste, parce que Gillet, lui, il faisait des bombes, il faisait des explosifs chez lui. Donc, je dis ça parce que sur fond d'affaires, fond Marianne, on a beaucoup entendu, en provenance de la complosphère, l'argument consistant à dire mais on ne voit pas quel est le rapport entre le complotisme et la radicalisation, entre le complotisme et Samuel Paty. Non seulement l'affaire Samuel Paty, c'est une affaire aussi de propagande et désinformation complotiste, mais en plus là, ça
explose, ça éclatait à la figure, quoi. C'est-à-dire que c'était omniprésent, c'était dans leur tête. Alors celui qui a eu la plus forte peine de prison, il est très clairement radicalisé, il n'est pas dit qu'il en soit revenu. J'ai compris que sur les autres prévenus, il y avait des gens qui regrettaient. Ils ont été condamnés à moins, puis de toute façon ils étaient moins impliqués dans la maturité d'un projet terroriste, mais ça mérite d'être mentionné aussi. Tristan, mais ça fait quand même des années qu'on ne peut pas passer à côté du fait que de nombreux terroristes, d'acteurs violents, en tout cas le terrorisme de tous bords, ont une empreinte complotiste. On parlait, je sais pas moi, même de Daesh. À l'époque, on a dit qu'il y a eu des débats sur le fait est-ce que Daesh était complotiste ou pas. Certains disaient non, ils sont pas par nature complotistes. Bon, il suffisait de lire leur production en ligne, sur leur vision complètement hallucinée du système éducatif français, où ils pensaient qu'il y avait effectivement une sorte de complot de l'État, peut-être judéo-maçonnique. Il parlait de judéo-maçonnique, explicitement. Il y a une empreinte complotiste, qu'on le veuille ou non. Alors, là où il faut être précautionneux, c'est évidemment qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui est à l'origine de ces mouvements. Donc là, aucun d'entre nous ici n'a jamais dit que le complotisme est ce qui explique, est toujours en amont de tout acte terroriste. Bien sûr que non. Mais dans une énorme partie de ceux qui basculent dans l'acte terrorisme, il y a souvent une empreinte complotiste qui peut d'ailleurs s'expliquer. C'est que lorsqu'on veut agir à ce point-là, il faut fantasmer un ennemi tel que c'est un système contre nous qui complote contre nous et contre lequel on veut se battre. C'est assez cohérent quand on est néo-nazi d'être complotiste. Le nazisme, c'est une vision du monde complotiste par définition. C'est le grand complot juif mondial, etc. Donc ils étaient complètement là-dedans. Ça qui est intéressant. Donc je crois qu'il faut sortir des polémiques sur ce sujet-là et simplement constater effectivement que dans la radicalité, notamment celle qui bascule dans la violence, il y a souvent des empreintes complotistes, des signaux, des marqueurs complotistes, et parfois ce complotisme fait partie du système de pensée de ceux qui basculent dans ces actes violents. On a fait un papier là sur Conspiracy Watch à propos d'un rappeur identitaire, ultranationaliste, qui s'appelle Amalek, dont le père était très proche, même impliqué au Front National. Et le complotisme est omniprésent aussi dans sa production, dans ses chansons, dans ses morceaux, etc. Il a eu un problème judiciaire il y a quelques jours, c'est pour ça qu'on en a parlé. Mais lorsqu'on va voir ces textes qu'il écrit, c'est totalement raccord avec tout ce dont on parle ici. C'est-à-dire toutes les théories du complot y passent, quoi. Deuxième sujet cette semaine, c'est deux événements dramatiques qui a priori n'ont rien à voir entre eux, mais certains y voient des passerelles. C'est l'attaque au couteau d'Annecy au début du mois de juin et la mort de Naël qui a été tué par un policier à Nanterre la semaine dernière. Alors à chaque fois les théories du complot fleurissent. Tristan, qu'est-ce que tu as vu fleurir par rapport à ces émeutes en banlieue et par rapport finalement aussi à l'attaque au couteau d'Annecy ? Alors, je crois que pour ces deux épisodes, on a le même réflexe pavlovien d'une partie de la complosphère qui vont tout de suite imaginer autre chose que les quelques éléments qu'on pouvait avoir lors du déroulement. Bien sûr. Et donc on a à chaque fois de nombreux récits qui viennent se cumuler là-dessus, soit de l'inexistence, soit de la motivation, soit de qui aurait organisé le tout. Bref, à chaque fois on a un peu la même chose. Alors certains font effectivement le lien, alors quelques esprits tordus, mais comme il en existe beaucoup dans la complosphère, vont faire des liens entre différents épisodes, parce que tout est lié, donc c'est quand même quelque chose de récurrent dans l'esprit complotiste, et donc certains vont faire effectivement le lien entre cet épisode d'Annecy et la mort de Naël. Alors pour ce qui est de ces émeutes, on est quand même sur un épisode assez spectaculaire en termes de virulence en ligne. Je ne parle pas de la virulence en plus des exactions qui ont été commises sur le sol national, mais en ligne en tout cas. Et d'ailleurs, il y a une estimation d'ailleurs qui a été faite tout récemment d'ailleurs du poids, du volume généré sur Twitter, pour être tout à fait spécifique, où il a été estimé que, disons, le volume produit durant ce moment émeute est
était 3 fois plus volumineux que la séquence Gilets jaunes. Donc on est quand même sur un moment d'abord de sidération, légitime, bien sûr, mais qui se traduit évidemment par un volume absolument spectaculaire en ligne. Et dans cette vague, dans ce tsunami de production en ligne, évidemment, ça c'est une opportunité de visibilité pour de nombreuses communautés, dont celles qui nous intéressent, notamment les communautés complotistes. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça a été un moment qui a été exploité, pas uniquement par la complosphère française, mais par la complosphère internationale, plutôt d'extrême droite. J'ai vu des relais, et on a pu constater des relais de désinformation et de théories complotistes, que ce soit de la part de certains profils de l'alt-right américaine et de certaines mouvances d'extrême droite en Europe. Bref, chacun a fait ses petites emplettes de viralité et d'audience et a véritablement bénéficié, en tout cas, du souffle de visibilité qu'a induit ce moment des émeutes. Après, sur les théories complotistes, on a plusieurs récits qui viennent se greffer là-dessus, comme quasiment à chaque fois. L'une des plus populaires, des plus populaires dans la complosphère, donc ça reste quand même assez marginal, mais c'est une réalité, c'est l'idée que tout ça a été piloté par l'État. Oui, c'est ça. Juvin Brunet a parlé notamment d'une comédie bien huilée. Oui. Ouais. Alors, après, il y a différents gradients. Ce soit l'État en profite ou l'État en est à l'origine. L'État profite de cette séquence-là pour asseoir la dictature qu'elle cherche à installer depuis le Covid ou même avant. Bref, on est sur une étape supplémentaire. Donc voilà. Pour l'instant, on en est là sur cet épisode, mais encore une fois, moi ce que je trouve assez spectaculaire, c'est le côté international. On a notamment un journaliste qui travaille souvent avec la BBC, un journaliste anglais, qui est en train de faire un long thread sur Twitter de toutes les occurrences fausses et délirantes d'images décontextualisées, de fausses images qui sont injectées dans cette bouillie informationnelle autour des émeutes. Et c'est franchement, ça n'en finit pas, le nombre de désinformations. Donc bref, on a des communautés complotistes françaises, internationales qui viennent surfer dessus. On a de la désinformation ou de la mésinformation qui vient se mouler là-dessus. Et puis, dernière chose, on a évidemment des acteurs internationaux qui ne peuvent pas ne pas essayer tenter de profiter. Et on a à la fois l'Iran qui s'est prononcé il y a quelques semaines. Mais là, c'est moins du complotisme. C'est moins du complotisme qu'une opportunité, évidemment, de pousser. Que du trollisme. Que du trollisme. Blague, moi, j'ai cru que c'était le Gorafi. Mais vu qu'ils sont quand même, ils ont des racines bien implantées dans la complosphère, évidemment, ça peut nourrir. Et puis, il y a évidemment, tout récemment aussi, la Turquie, qui elle aussi pousse déjà l'idée que la France est raciste, islamophobe par nature, par système, par nature tout simplement. Donc bref, on a une multitude d'acteurs qui, sur cet épisode dramatique, viennent essayer comme des rapaces, de profiter, encore une fois, de la virilité de l'audience pour pousser leur agenda. Rudy, qu'est-ce qui t'a frappé, toi ? Non, alors ce qui m'a frappé, c'est le côté prévisible, en fait, effectivement, pavlovien de ces réactions, que ce soit à Annecy ou aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Sur Annecy, j'avertis ceux qui nous écoutent qu'il y a un papier de notre collaborateur Victor Motin qui a répertorié toutes ces réactions complotistes. Juste une précision concernant le journaliste britannique dont tu parlais, qui a effectivement lui répertorié les réactions. C'est Shayan Sardarizadeh. Voilà, et qui fait plutôt un très bon boulot depuis plusieurs années sur la mouvance complotiste. On peut le suivre sur Twitter, il est absolument excellent. Oui, voilà. Pas son nom en tête. Non, voilà, donc en fait, on retrouve, tu as parlé de Juvin Brunet, on retrouve Jérémy Mercier, Christian Combaz. Combaz, lui, nous dit que les racailles mettent le feu fait partie du plan. Tout ça fait partie d'un plan. Alors Léonard Sojli part très très loin, mais on peut renvoyer aussi nos auditeurs au Conspizable du mois de juin. Oui. On a quelques séquences intéressantes sur le sujet. Et voilà, donc je ne vais pas tout détailler. Mais effectivement, dès qu'il se passe de toute façon quelque chose d'important dans l'actualité, on trouve nécessairement, c'est maintenant une loi des reins, des interprétations de type conspirationniste. C'est automatique. Ils ne peuvent pas ne pas y aller, en fait.
Voilà. Et alors Tristan, tu parlais quand même tout à l'heure de la traction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et ce fait qu'il y ait des messages qui aient été échangés 3 fois plus que pendant la période des Gilets jaunes. Est-ce que tu dirais, comme on a pu dire à l'époque en 2005, que le fait que les télés diffusent le nombre de voitures brûlées, le nombre d'abribus détruits, est-ce que tu dirais que la façon dont les réseaux sociaux amplifient ces émeutes contribue finalement à alimenter un peu ces théories du complot aussi? Alors, alimenter les théories du complot, oui. Après, est-ce que... la question, en gros, c'est de savoir est-ce que les réseaux sociaux... Ouais, vus sur les réseaux sociaux au lieu d'être vus à la télé, cette fois. Oui. Ouais. Est-ce que ça a alimenté, disons, la séquence des émeutes? Est-ce que cette effervescence en ligne a, en retour, en synergie, a nourri ces émeutes? C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas d'éléments tangibles, factuels. Mais, en tout cas, il y a peu de doutes. Il y a peu de doutes sur le fait que les réseaux sociaux ont été pour certains d'entre eux une façon de se mettre en avant. Hein. Donc ça y a participé. Et puis, il n'y a pas de doute aussi sur le fait que certains réseaux sociaux, mais là je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais certains réseaux sociaux sont aussi des outils opérationnels pour l'organisation ou pour la coordination des émeutiers. Je pense notamment à Snapchat qui permet de géolocaliser ses amis en temps réel et de ce qu'on appelle la heatmap ou la snap map qui permet d'identifier les zones de viralité, ce qui permet de savoir où est-ce qu'il se passe quelque chose et on voit les vidéos en direct. Donc il y a un côté à la fois organisationnel, opérationnel qui peut participer. Dernière chose, je pense qu'on mésestime probablement pas mal toute l'ébullition, l'effervescence dans ce qu'on appelle le dark social, c'est en gros les messages sur les réseaux sociaux non publics, privés. Donc les messageries privées, les WhatsApp, qui vraisemblablement ont joué un rôle dans la dissémination ou de la coordination peut-être de certains émétiers et la dissémination parfois de désinformation aussi. Mais ça c'est sous le radar, on peut pas le voir parce que ça n'est pas public. Voilà. Et est-ce que comme on parle on parle souvent de récupération politique, est-ce que tu dirais que la complosphère récupère ces émeutes pour alimenter finalement et pour gagner en adeptes, si j'ose dire? Alors, je pense que ça se fait de façon organique et naturelle. Je ne pense pas que c'est volontaire. Je pense qu'ils se moulent là-dedans. Ils sont saisis, comme nous tous, en gros. En gros, je crois qu'ils ont tous la télé ou le web. Ils suivent l'actualité. Et on voit bien qu'en général, la courbe des productions de la complosphère suit très exactement la courbe de l'actualité. Après, donc il y a la complosphère qui en profite. Évidemment, l'extrême droite a énormément essayé de surfer là-dessus. Pas que l'extrême droite. Tous ceux qui se sont exprimés publiquement dessus, mais en tout cas particulièrement l'extrême droite, en poussant des narratifs qui, pour certains d'entre eux, sont à la frontière du complotisme. Pas toujours complotisme, mais pour certains, clairement à la frontière. Dernier sujet cette semaine, l'ascension de Robert Kennedy Jr. Il est crédité de 20% d'intention de vote lors d'un dernier sondage à la primaire démocrate contre Joe Biden. Je rappelle que c'est un anti-vax notoire, qu'il a remis en question plusieurs fois le pouvoir de l'industrie pharmaceutique. Il a reçu les louanges de Steve Bannon et d'Alex Jones. Alors, Rudy et Tristan, est-ce que Robert Kennedy Jr. vous apparaît avoir une force de traction avec lui qui peut finalement mettre en danger Joe Biden et qui peut finalement rééditer l'épisode Trump dont on ne croyait pas qu'il aurait pu devenir président des États-Unis et il est devenu président des États-Unis. Ça, l'avenir le dira. Comment vous analysez un peu cette figure de Robert Kennedy Jr. La question, c'est est-ce que il va réussir à s'imposer aux primaires? Il a quand même un gros handicap qui est que c'est pas la même qu'avec Trump et les républicains à l'époque. Ce qu'il peut faire, c'est détourner une partie du vote démocrate vers lui et donc prendre des voix à Biden et des voix qui pourraient manquer à Biden. Voilà, ça c'est tout à fait envisageable. Il y a un très bon article de Piotr Smolar dans Le Monde, dans lequel j'ai appris que l'explication que donne RFK Jr., donc Robert Francis Kennedy Jr., aux tueries de masse, ce n'est pas les armes à feu, c'est l'introduction du Prozac. Il explique que c'est depuis que ce médicament antidépresseur est très largement prescrit, qu'on aurait des tueries de masse. Et donc le vrai problème, c'est pas les armes à feu. Donc il a effectivement tout pour plaire à l'extrême droite américaine pro-armes à feu, parce que effectivement pour lui, c'est pas ça le sujet.
il s'est passé une chose intéressante. On a parlé déjà de Joe Rogan et du plus gros podcast politique américain qui est sur Spotify. Ouais. Et Joe Rogan, il a fait venir des antivax, des complotistes plusieurs fois dans son émission. Ouais. Le 15 juin dernier, il a reçu RFK Jr. Pendant 3 heures. Et les médias américains se sont émus du nombre de désinformations, de mauvaises informations, enfin de fausses infos qu'il a pu égrener pendant tout ce temps. Et il y a un médecin américain qui s'appelle Peter Hotez qui a pris position plusieurs fois pour la vaccination pendant toute la séquence Covid, etc., qui a un rôle assez sain à la fois de réinformation mais de pédagogie autour des vaccins. Ouais. Pardon, tu as raison, réinformation, c'est un terme très connoté. Non, mais disons d'information, tout simplement. Ouais. Et qui a relayé justement les critiques qui avaient été faites contre RFK. Et du coup, il s'est retrouvé, lui, être la cible d'une campagne de calomnie, même de harcèlement de la part de RFK, de la part de Joe Rogan, de la part d'Elon Musk aussi. Oui. Joe Rogan lui a proposé $100,000 qu'il pourrait donner à l'association caritative de son choix s'il acceptait de débattre publiquement avec RFK. Ouais. Et Hotez a répondu non. Hotez a dit « Moi, je veux bien venir dans l'émission pour parler, mais seul, de l'importance de la vaccination et à quel point la désinformation anti-vaccinale et la désinformation médicale a fait des morts, a coûté des vies humaines. Mais je ne vais pas me prêter à une caricature de débat qui va servir en fait qu'à cautionner RFK, qui n'est pas un type considéré comme sérieux. Il est même désavoué par sa famille, par la famille Kennedy. Par la famille Kennedy, bien sûr. C'est pas un médecin. Bon. Hotez, oui. Et il y a eu un papier dans le Houston Chronicle, un petit journal de Houston, parce qu'effectivement, il habite à Houston et des gens sont même venus, un type est venu à son domicile pour le harceler. Et il y a eu un papier disant qu'il avait raison de ne pas accepter le débat dans ces conditions, parce que ça n'aurait pour résultat que de faire du buzz autour de RFK. Et voilà. Et donc, je pense que c'est important. Ce que je trouve absolument fascinant avec cette figure de RFK, c'est il est devenu une véritable star. Alors, d'abord, chez les Républicains, les plus radicaux. C'est vraiment la star des Trumpistes. Point barre. Hein, c'est pas chez les démocrates. Il y a quelques démocrates paumés qui doivent au moins le suivre. Mais en gros, il est relayé, aimé, adoré, écouté. Ici, il fait le buzz chez les républicains les plus chargés. Mais pour ce qui nous intéresse, pour la complosphère, c'est quand même fou de voir effectivement la stature qu'il a auprès de l'essentiel de la complosphère en France, ne serait-ce qu'en France ou ailleurs. Hein. Il est devenu, c'est une sorte de véritable personnage de sage, de vieux sage, d'autant qu'il a une empreinte complotiste extrêmement ancienne, et lui, c'est franchement, on peut remonter, c'est pas un anti-vax d'aujourd'hui, c'est un anti-vax, je vais dire, historique, qui va relayer les plus grands délires sur les vaccins et l'autisme. Ça, là, il faut remonter aux années 80, quasiment, il y a plusieurs dizaines d'années. Plus récemment, c'est le puçage par Bill Gates à travers les vaccins, la 5G, le Wi-Fi, il est sur des théories aussi radicales que ça. C'est un sorte d'aspirateur à théorie les plus foutraques. C'est pas forcément disons même les théories un peu classiques, c'est vraiment pour les théories pour certaines les plus foutraques, comme le Wi-Fi, le cancer, des choses complètement délirantes. Franchement, on croirait que c'est presque du Lalanne dans certains de ces délires. Mais bon, bref, ce qui est fou, c'est effectivement la personnalité, encore une fois, le vieux sage qu'il est devenu auprès d'une partie de la complosphère, comme une référence de sérieux et comme type qui ose dire les choses en plus. Vraiment, il y a toujours ça, c'est contre le système. C'est ça ce qui fait toute sa force, c'est qu'il parle contre le système alors qu'il a une audience de dingue. Il est reçu partout aux États-Unis. Il est sur Joe Rogan, comme tu le disais à l'instant. Bref, il a une audience de fou, mais évidemment, il se bat contre le système. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est quand même une figure assez déroutante qui se présente comme démocrate et qui est le héros de l'extrême droite américaine et de la complosphère d'extrême droite planétaire. Voilà. Donc c'est quand même assez déroutant comme trajectoire, disons. Alors pour terminer, deux petits sujets. D'abord Twitter qui cette semaine, ce week-end, je crois, Tristan, je suis pas sur tout contrôle, a mis en place des restrictions, notamment sur le nombre de tweets que tu pouvais revoir dans une journée, qui étaient donc affichés sur ton compte. Et finalement la complosphère s'est enflammée et
elle a râlé contre un de ses gourous. Raconte-nous un peu tout ça et fais-nous un peu le point sur ces nouvelles restrictions de Twitter. Non, enfin, en gros, pour faire très court, en gros, il y a eu une sorte de... tout le monde a cru à un énorme bug parce que Twitter était quasiment bloqué. On n'avait plus accès à son compte Twitter. Il y avait des limitations liées à Elon Musk qui tripatouille derrière l'interface Twitter. Bon, bref, le résultat, c'est qu'on n'avait plus accès quasiment à tous nos tweets. Et ce qui est assez drôle, c'est que effectivement, la complosphère a tout de suite s'en est émue. Et chaque complosphère de chaque pays du monde a trouvé une raison particulière à ce blocage. Et donc, on avait en France l'idée que, vu que c'était durant la séquence des émeutes, on nous a dit on veut nous cacher la vérité sur ce qui est en train de se passer ici. Et puis, aux États-Unis, c'est évidemment autre chose lié à d'autres affaires propres à chaque pays. Bref. Et donc, c'est assez drôle de voir que pour un seul et même événement, on a de multiples lectures, et encore une fois, et chacun voit midi à sa porte, et chaque complosphère voit midi à sa porte avec cette petite séquence. Voilà. David Vincent les a vus. Vous vous souvenez peut-être de ce gimmick de série télé, mais bon, l'ufologie conduit parfois au complotisme. C'est le sujet du dernier Complorama, Rudy. Dis-nous en 2 mots. Alors en 2 mots, d'abord il faut écouter le Complorama consacré à ça, qui en fait, dans le contexte, est à la fois une conférence de presse de la NASA qui dit on va vraiment s'occuper de ces phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, pour une petite part, sur 100 ovnis, il y en a 3 ou 5 qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Ça ne veut pas dire que c'est extraterrestre, ça veut dire que on ne sait pas. Voilà. Et c'est plutôt honnête de reconnaître qu'on ne sait pas. Bon. Et juste derrière, quelques jours après, on a un officier américain du renseignement qui se présente et qui est présenté par certains comme un lanceur d'alerte et qui dit « J'ai la preuve que l'armée américaine ou les Américains détiennent des choses qui ne sont pas d'origine humaine. » Il n'en dit pas plus. On comprend qu'en fait, il n'a rien vu de ses propres yeux, qu'il a entendu des choses, mais qu'il n'a pas de documents. Et le traitement médiatique de cette séquence-là était suffisamment problématique pour qu'on en parle, notamment dans D'ailleurs, ça fait pchit, parce que pour l'instant, on n'en parle plus. Mais l'intérêt, disons, de ce podcast, c'était d'abord de sortir un peu des sentiers. On ne parlait pas des trucs trop classiques autour de ça. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'abord de voir qu'il y a un sort de revival. Depuis, alors c'est difficile de le tracer, mais peut-être depuis 1 an, 2 ans, peut-être depuis le Covid, où avec à la faveur de figures comme Silvano Trotta, qui est lui quand même un grand porteur de ce délirium des aliens sur Terre, et de la Lune artificielle et tout ça, bref, et une sorte de revival de cette... Et de la jonction de la sphère QAnon avec l'ufologie, parce que c'est la Fédération Galactique, tous ces fantasmes-là, enfin bon, voilà. Et puis on est allé foyer un peu des choses, pour le coup, que tout le monde ne connaît pas, avec une histoire un peu plus lointaine des nazis et des ovnis, parce qu'il y a toute une mythologie qui date depuis vraiment de nombreuses années. Bref, voilà. Donc on s'est amusé à essayer de voir un peu des occurrences, pas forcément les occurrences tarte à la crème qu'on connaît tous, mais essayer plutôt de prendre les sentiers un peu de traverse, et encore une fois avec des empreintes complotistes pour rester là-dessus, parce qu'évidemment les ovnis existent. Ovnis existent. D'ailleurs, il y a des extraterrestres parmi nous. Alors le seul truc, c'est que parce qu'on a eu pas mal de retours sur cette émission, et encore une fois, j'insiste, les ovnis existent. Les objets non identifiés, on a la preuve qu'il y a eu, effectivement, on a des images, donc ces objets non identifiés existent. Maintenant, qu'ils soient des aliens, ça non, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Et que les aliens soient venus sur Terre, ça on n'en a pas. Bref. Bon, écoutez, ce Complorama, il est vraiment très, très chouette à écouter. Dernière petite chose, Rudy, je crois que tu avais un essai à nous conseiller pour l'été. Oui, en fait, un essai, oui, un petit livre qui s'appelle Psychologie de la vaccination, qui est un livre qui clarifie, je trouve, le débat, le sujet sur la question de l'hésitation vaccinale, de la position anti-vax aussi, qui n'est pas superposable ou assimilable au complotisme. On peut être complotiste et anti-vax, et une partie de l'hésitation vaccinale s'explique comme ça, mais pas toutes, évidemment. Il y a plusieurs profils, et c'est ce que montrent Olivier Klein et Vincent Iserbit dans ce livre. Ils sont tous les deux, alors l'un, Olivier Klein de l'Université libre de Bruxelles, et l'autre de l'Université catholique de Louvain. Donc voilà, je conseille en tout cas la lecture de cet ouvrage à tous ceux qui veulent approfondir un peu les questions de vaccination et d'anti-vaccination surtout.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. C'était la fin de cette saison. Cette émission a été réalisée comme à chaque fois par Martin Béraud et préparée par Victor Motin. On vous souhaite un bel été et on vous dit à l'année prochaine. Allez, ciao ciao. Bon été.